Aujourd'hui, on vous présente des données préliminaires d'un projet qui est en cours actuellement. Vous avez le titre du projet ici. Donc, par contre, la seule chose, c'est qu'étant donné que c'est mon premier CRI, et on me dit que les gens venaient de différentes spécialités en dépendance. Et pour parler de traitement agoniste opioïde, on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer juste par survolter qu'est-ce que la dépendance aux opioïdes et qu'est-ce que le traitement agoniste opioïde pour que vous compreniez ce qu'on va vous présenter dans nos données. Donc, pour les gens qui se connaissent, je suis désolée. Puis pour ceux qui ne se connaissent pas, on va savoir ensemble. C'est vraiment un survol très rapide. Donc, dépendance aux opioïdes. Les opioïdes, c'est des substances psychoactives analgésiques qui ont la capacité de soulager la douleur et qui peuvent créer un état d'euphorie également. Il y a différents types de médicaments, mais il y a aussi des substances telles que l'héroïne et l'opium qui font partie de la famille des opioïdes. C'est dans les catégories des dépresseurs et il y a différentes méthodes d'approvisionnement possibles pour avoir accès à des opioïdes, donc soit des prescriptions médicales ou encore par le marché noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché noir, il y a également des prescriptions médicales pharmaceutiques, mais il y a également des médicaments opioïdes qu'on croit des médicaments pharmaceutiques, mais qui sont des médicaments qui ont été faits en laboratoire clandestin, donc on n'a aucune idée de la teneur des médicaments qu'on va prendre. Pour ce qui est de la crise des opioïdes, certains disent qu'il n'y a pas crise, d'autres disent qu'il y a crise. À mon sens, il y a crise, il y a des décès, il y a des surdoses inhabituelles actuellement au Canada. Il y a des éléments non négligeables, une augmentation de l'utilisation des médicaments opioïdes dans les dernières années, une population plus âgée. Je ne vais pas lire les slides au complet, là, je pense que vous pouvez les voir. Pourquoi qu'il y a crise? Il y a des éléments à prendre en considération. Des personnes qui n'ont pas d'assurance lorsqu'ils souffrent de douleur n'ont pas accès à autre chose que des médicaments. Ils n'ont pas accès à l'acupuncture, ils n'ont pas accès à la physiothérapie, c'est pas gratuit, il faut payer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se revirer vers les médicaments pour des problèmes de santé quelconques. Il y a un manque de formation des cliniciens, tant médecins qu'infirmiers que travailleurs sociaux. Il y a un manque de reconnaissance du traitement aussi ou de mésusage. Donc, souvent, il y a des gens qui se font prescrire des médicaments, puis ils vont continuer à se faire prescrire des médicaments malgré le fait que il n'y en aurait peut-être pas besoin de la même dose ou de la même façon. Puis les gens ferment les yeux sur ça, puis ils ne prennent pas en considération la dépendance qui est apparue. La peur du stigma. Pour moi, c'est quelque chose d'important à vous parler aujourd'hui parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se retrouver vers le marché noir pour aller chercher sa dose pour gérer son sevrage? Bien, c'est parce que souvent, le regard de la société stigmatise les personnes qui vont avoir créé une dépendance, que ce soit suite à une consommation pour le plaisir récréatif, d'avoir eu du plaisir, puis de finalement avoir eu une dépendance, ou encore suite à une prescription médicale qui n'a pas été prise en main, où on va regarder la personne comme étant pas assez forte, qui n'a pas pris en contrôle sa vie, puis qui s'est laissée aller. Puis le stigma, c'est quelque chose qui concerne tout le monde dans la société, tant les équipes de soins que les équipes dans les milieux communautaires ou les équipes de recherche. Donc, si quelqu'un a un problème de dépendance, va souvent cacher sa dépendance, parce que de quel regard, comment les gens vont l'apercevoir. Puis un autre gros problème qu'on a, on a plus de médecins prescripteurs que de médecins qui vont travailler sur les dépendances des personnes, malheureusement. Je vous ai mis les chiffres à jour de Santé Canada, au Canada, de janvier à septembre 2018. C'est assez inquiétant. Puis je voulais vous sortir des chiffres qui ont sorti aussi dans un article de la presse dernièrement, où on parlait plus de 10 000 morts au Canada entre janvier 2016 et septembre 2018. Ça, c'est 300 morts par mois au Canada. Pour moi, ça, c'est une crise, c'est inquiétant. Il y a des données aussi à Montréal qui ont sorti en 1 an, soit de décembre 2017 à décembre 2018. On parle de 150 décès. C'est 12 personnes par mois. Fait que si on me dit que ce n'est pas une crise, bien, je ne sais pas de quoi qu'on parle, parce que je ne comprends pas ce qu'on cache à ne pas vouloir accepter. Et là, on parle de décès. Ça, c'est sans compter des gens qui vont faire des surdoses qui ne seront pas déclarées. Et faire une surdose, c'est également se dire qu'on peut perdre des acuités par la suite, on peut être hospitalisé. Donc, on se retrouve quand même dans un système de santé parce qu'on a fait une surdose non désirée. Je pense pas que personne désire faire une surdose.
Facteurs de risque, je vous les ai mis ici, ils sont multiples, ils sont différents et ils ne concernent pas juste les consommateurs d'opioïdes, ils concernent aussi les personnes qui consomment des matières, des substances qui sont dans le marché noir parce qu'on a trouvé des substances autres qu'opioïdes qui étaient contaminées par le fentanyl, dont entre autres la cocaïne, du speed. Donc ça concerne tout le monde, la crise des opioïdes actuellement et le risque des surdoses. Un autre danger aussi, c'est les combinaisons qu'on peut faire, soit de benzo, alcool ou de médicaments hypnotiques. Lorsque c'est pris en combinaison avec des opioïdes, c'est hyper dangereux. C'est souvent là que les gens vont faire des surdoses par la suite, lors de la combinaison des deux substances. On ne fera pas une explication du counseling par rapport à la consommation. Par contre, le pouvoir qu'on a actuellement au Québec, c'est d'offrir l'analoxone à la personne qui consomme ou à son entourage. Et bien ça, pour le faire, il faut accepter d'avoir la capacité, le courage de dire qu'on a une dépendance aux opioïdes ou qu'on consomme des opioïdes. Parce que de dire, quand on fait une surdose, c'est pas soi qui va s'auto-administrer l'analoxone, mais c'est ton entourage. Donc, il faut que tes proches le sachent, que tu consommes des opioïdes pour que tes proches puissent te sauver la vie si jamais tu fais un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est quelque chose d'hyper important à prendre en considération dans nos interventions, dans nos planifications d'offres de santé aussi. Le traitement, j'essaie d'aller vite, mais c'est hyper compliqué le traitement agoniste opioïde. Puis, si vous voulez comprendre les données qu'on va vous présenter tout à l'heure, il faut comprendre c'est quoi vivre un traitement, c'est quoi être dans un traitement agoniste. Au Québec, on a 3 molécules disponibles, la buprenorphine, naloxone, la méthadone et le Cadian. Au Canada, il y a d'autres possibilités, dont la diacétylmorphine, qui est l'héroïne pharmaceutique, et l'hydromorphone injectable. Mais au Québec, on n'a pas encore de traitement en cours, mais ça serait tardé. Mais selon moi, on pourrait prendre n'importe quel opioïde puis l'utiliser comme médication pour pouvoir soutenir les personnes. Les raisons pourquoi on consomme sont diverses, donc les raisons pourquoi on veut un traitement le sont aussi. Il n'y a pas de one size fits all pour ça. Il y en a que c'est pour gérer le manque. Il y en a c'est pour arrêter de courir après son argent. Il y en a c'est parce qu'ils ont des souffrances physiques ou psychologiques et la molécule leur permet d'avoir une meilleure vie. Le danger, c'est de mettre de la pression sur la personne en traitement. Mettre de la pression sur la personne, ça veut dire que si elle abandonne son traitement, bien, elle a vécu un échec. Si elle ne prend pas sa médication telle que voulue, c'est pas une bonne personne, elle ne suit pas bien sa médication. C'est hyper dangereux parce que dès que la personne va arrêter de prendre son traitement, bien, sa tolérance va changer et son risque de surdose augmente comme si quelqu'un n'avait pas consommé depuis un petit bout. Qu'est-ce qu'on demande aux gens en traitement? On leur demande d'aller tous les jours à la pharmacie, prendre leur médication devant le pharmacien et d'ouvrir la bouche après d'avoir pris leur médicament. Alors que quelqu'un qui va s'avoir fait mal à la hanche, qui va aller chercher 100 comprimés de 8 mg d'Ilodil, puis va partir chez lui avec. Mais vu que c'est un toxicomane, en pharmacie, on va lui demander d'ouvrir sa bouche pour montrer qu'il ne va pas cacher le médicament pour pouvoir le vendre ou se l'injecter par la suite. Une fois qu'on est en traitement depuis quelque temps, puis qu'on est stable, puis qu'on a stabilisé aussi la molécule, bien, on demande d'aller minimalement une fois par semaine. Un traitement, ça peut durer 10, 15, 25 ans. Ça veut dire que si moi, j'étais dépendante aux opioïdes, ça ferait 6 ans que je serais en traitement, je serais obligée d'aller tous les lundis, par exemple, chercher, prendre ma molécule, ouvrir la bouche devant le pharmacien et partir avec 6 molécules pour le reste de mes jours. C'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de déplacements. Je trouve que les gens qui font le traitement sont très courageux. L'autre chose aussi, c'est que la prescription doit être renouvelée régulièrement. On laisse 3 mois, 6 mois. La personne est obligée de retourner en clinique, manquer le travail. Donc, c'est quand même un traitement qui est extrêmement exigeant aux personnes et la personne peut le prendre toute sa vie. Il n'y a pas de fin déterminée. Voilà mon bref aperçu de la dépendance aux opioïdes et du traitement agoniste aux opioïdes. Maintenant, on va pouvoir vous parler de notre projet pour essayer de mettre en image un peu ce qu'on a fait. On est entouré de plein de gens, c'est pas juste nous. On a un comité aviseur qu'on a composé de gens avec une expertise santé mentale, itinérance, médicale, dépendance, soins de proxy, parce qu'on s'est dit adapter des services de santé, bien, il n'y a peut-être pas juste une façon de le faire, il y a peut-être plein de façons de le faire, puis il y a peut-être plein de portes d'entrée, puis voir différents modèles. On a créé un groupe d'experts. On voulait des gens qui venaient de plein de milieux,
qui connaissent bien le traitement, qui ont différents rôles dans les équipes de soins, tant milieu rural, semi-urbain, urbain. Et nos objectifs de recherche sont les suivants. Donc, documenter les meilleures pratiques et accroître le professionnel en dépendance à des meilleures pratiques en traitement agoniste opioïde pour les personnes en précarité. Précarité est un grand mot, là. Selon moi, la précarité existe de différents niveaux. Puis l'idée, c'est pas de stigmatiser la précarité à l'itinérance, mais la précarité à quelqu'un qui a besoin des soins et s'adapter pour qu'elle n'ait pas une plus grande précarité. Le livrable de notre projet, bien, c'est produire des recommandations pour qu'on donne accès, mais on a aussi à produire des outils pour que les gens utilisent des bons outils pour faciliter l'accès, puis organiser des services qui vont répondre aux besoins des gens. On a divisé notre projet en des axes conceptuels, soit on pensait qu'il fallait travailler sur ça pour que les gens s'approprient mieux les services puis qu'ils répondent mieux aux besoins des gens. Donc, la philosophie d'intervention, le savoir-être, l'offre de service, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui est en traitement agoniste opioïde pour pas qu'il se ramasse à gérer son hépatite C d'un côté, gérer sa dépendance aux opioïdes, gérer sa dépendance à cocaïne, gérer son VIH si c'est le cas, puis s'il y a une grippe, avoir un médecin de famille aussi, puis que finalement, il se retrouve tout le temps à gérer sa consommation, puis pas pouvoir faire d'autres choses, parce que sa consommation l'a amené à avoir besoin de différents services. Fait que l'idée, c'était d'essayer de voir comment on peut organiser cette philosophie-là et cette offre de services-là nécessaire. On a fait, pour ce qu'on va vous présenter, c'est les données préliminaires, la collecte de données qu'on a fait l'automne dernier. On a envoyé des pré-questionnaires entretien pour connaître 6 lieux, 6 régions du Québec. On a visité 7 services dans 6 régions. On a rencontré 7 gestionnaires. On a rencontré 24 cliniciens. Quand on parle des cliniciens, c'est médecins, infirmiers, intervenants psychosociaux d'une équipe de soins. On a rencontré 26 représentants d'organisations communautaires et 37 personnes dépendantes aux opioïdes qui sont en traitement, soit qui n'arrivent pas à être en traitement ou qui ont de la difficulté à garder leur traitement. On est en analyse actuellement. Ça, c'est les régions qu'on est allé visiter pour faire notre collecte de données. Et avant de vous présenter nos résultats, on voulait vous poser des questions pour voir si, entre ce qu'on a collecté, entre ce que les gens nous ont dit, ce que vous pensez, ça se croise. Fait qu'on voulait jaser un petit peu avec vous avant. Et on va noter les choses sur le tableau. Voilà. Puis on va faire des liens après. Donc, pour la philosophie d'intervention, on aurait aimé ça vous poser la question, selon vous, pour atteindre la bonne philosophie d'intervention, pour réussir à soutenir une personne en traitement agoniste opioïde, c'est quoi les concepts? Fait que là, on ne vous demande pas de nous expliquer comment intervenir, on vous demande des mots-clés. Fait que si vous pouvez nous lancer les mots-clés, on va les écrire, puis après ça, on pourra voir s'il y a du croisement entre ce qui a été dit par l'ensemble des gens qu'on a rencontrés, puis l'ensemble des gens que vous êtes ici. Un Oui? mot ou deux. Un mot ou deux? Ouais, J'en ai des 3,5. Trois et demi, vas-y. Respecter le rythme de l'individu. C'est plus que 3 minutes. C'est bon. Oui? À côté? Le terrain. Être sur le terrain. Comme proximité. La proximité, Bassin d'exigence. bassin d'exigence. Ben, ça peut avoir un sens à améliorer l'accessibilité des services. Puis, dans la philosophie d'intervention, Oui, tu sais, dans le sens, ça va avoir un... faciliter l'accès. Oui, faciliter l'accès. OK. Oui? Écoute. L'écoute, derrière? La concertation. Concertation. Oui? La souplesse. Souplesse. Vas-tu trop vite? Non, c'est bon. C'est bon? Madame Devant? Non-jugement. Le non-jugement. C'était ça. 2 fois non-jugement. D'autres idées? Ça fait le tour? OK. La gratuité. La gratuité? Oui. Donc, on avait aussi dans la présentation le volet organisation. C'est beau de se dire comment on intervient avec ces gens-là. C'est quoi les services qu'on leur offre, mais dans le réel, comment on l'organise, ce tout-là. Donc, on aurait aimé ça vous entendre un peu dans le même principe. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par une bonne organisation de services pour un traitement agoniste aux opioïdes? Madame? Service intégré. Intégré. Oui? La concertation. Concertation, derrière? Une meilleure collaboration du réseau du groupe communautaire. Collaboration, partenariat communautaire, réseau de santé. Oui? Non? Oui? Juste avant, dans la
bonne collaboration sur les groupes communautaires de santé. On va aussi, j'espère, pas d'une instrumentalisation des groupes communautaires, mais bien le respect de l'autonomie des groupes communautaires. C'est peut-être une autre chose, autonomie. Je ne sais pas si jusqu'à ça va aller, mais personnellement, je tombe en amour avec un service qui est le SCS Mobile. Donc, je ne sais pas si ça va dans l'organisation des services, mais il va y avoir des SCS, mais SCS Mobile. Pour le traitement? Là, vous parlez de services mobiles pour le traitement, parce que les SIS, c'est pour que les gens puissent aller consommer une drogue qui se procure par ses propres moyens. Puis le TAO, c'est un traitement médical. Fait que est-ce que c'est Mais il peut y avoir des collaborations avec les SIS et les équipes de TAO aussi. Oui? Induction en prison. Induction en prison. On va avoir peut-être un intervenant pivot. Intervenant pivot. Accessible. Accessible. Il y avait d'autres mains, puis j'ai peut-être pas vu, non? Je dirais la formation de soutien clinique à l'ensemble. Formation, soutien clinique. All right. Good. Du financement. Du financement, oui. Money. OK. Super. C'est super intéressant. J'écris très mal, hein. Après on va... Super. Donc là, on va, une fois qu'on a discuté de ça, on va voir aussi qu'est-ce qui reste en fait des entrevues terrain. Comme Karine disait tout à l'heure, on a fait vraiment beaucoup d'entrevues sur le terrain au cours de l'automne l'année dernière. On est en train d'analyser ces entrevues-là. On a été quand même très agréablement surpris de voir la réponse des gens. Donc on a rencontré plus des gens qu'on avait prévus au départ. Et donc ça traduit aussi la motivation des gens pour avoir des réponses à un problème qui est quand même assez important. Donc, de façon très générale, ça c'est un peu le schéma qui nous a permis de diviser les résultats qu'on a obtenus de cette entrevue. Ça paraît très joli en fait, mais en fait c'est ce qui émerge du terrain. Donc, il y a de façon générale 4 approches qui ont émergé en fait des entrevues qu'on a menées. On se rappelle, c'est cliniciens, gestionnaires, intervenants communautaires, utilisateurs des services, donc personnes qui consomment des opioïdes. Donc on parle des 4 approches qui vont en quelque sorte englober autant la philosophie d'intervention, l'approche bas seuil, que les services et l'organisation de services. Donc c'est l'approche humaniste, donc centrée vraiment sur la personne. Approche holistique, donc avoir vraiment des services qui tiennent compte de la globalité des individus, de tous les besoins qu'une personne peut avoir, pas uniquement le traitement agoniste opioïde. L'approche communautaire, justement, c'est basé sur ce qui a été développé au Québec avec toutes les approches communautaires et la réduction de méfaits, bien sûr, comme aussi approche. On se rend compte que tout ça aussi peut correspondre à ce qu'on appelle maintenant aussi les patients partenaires, toutes les questions associées à la participation des personnes concernées par une problématique dans son plan d'intervention, son plan de soins. Pour ce qui est en fait donc la philosophie d'intervention, vous retrouvez beaucoup de choses que vous avez nommées déjà. Donc, un accompagnement personnalisé, le fait qu'il y a un savoir-être important pour les personnes qui travaillent auprès de cette population. Donc, savoir comment intervenir n'est pas uniquement une question de formation, mais vraiment de savoir-être. Savoir-faire, accès, service, aller vers les personnes, un accueil inconditionnel, l'approche bas seuil, par exemple. Que le but et les objectifs du traitement soient faits en concertation avec les personnes concernées. Choisir le bon vocabulaire pour parler avec les personnes. Donc les services, bien sûr, sont influencés par les ressources matérielles, les ressources humaines, par les trajectoires de vie de chaque personne qui va être en face de nous. Évidemment, les types de molécules dont on dispose. Comme Karine l'a mentionné, actuellement au Québec, on a 3 molécules qu'on peut utiliser dans le traitement pour la dépendance. Mais peut-être juste pour faire une parenthèse, il y a 3 molécules disponibles, mais dans plusieurs régions, il y en a une. Oui. Il n'y en a pas toujours 3 à la pharmacie. Des fois, il n'y a que de la méthadone ou que de la buprenorphine. Donc, le choix est censé être là, mais est-il vraiment réel dans le choix que la personne va prendre? Ça va dépendre des fois aussi du territoire qu'elle occupe, cette personne-là, pour avoir accès à sa molécule. Donc, effectivement, le choix, dans le meilleur des mondes, actuellement, il y a 3 molécules, mais parfois, justement, il y a juste une molécule. Comment on organise les services? Dans quels horaires? Est-ce qu'on ouvre tous les jours? Est-ce qu'on ouvre dans des horaires de bureau? Est-ce que ça va permettre aux gens justement qui sont dans une situation de précarité d'aller avec les bons horaires? Les délais, est-ce qu'il y a un délai d'attente pour y accéder?
qui prend la décision du traitement, la collaboration avec les partenaires. Donc on sait qu'il n'y a pas uniquement la dépendance aux opioïdes parfois qui est le problème le plus important chez les jeunes. Il peut y avoir d'autres problématiques d'inhérence, santé mentale, donc comment on collabore entre les différentes ressources des différents partenaires. Où se situent les services. Donc parfois les gens doivent se déplacer, voyager plusieurs heures même pour aller chercher leur traitement, leur molécule. Donc ça aussi génère un aspect financier important. Donc ça c'est de façon globale les éléments qui ont ressorti du centre-revue. On va le voir un peu plus en détail. Pour la philosophie d'intervention, donc on parle d'un accompagnement personnalisé, créer un lien avec la personne qui va être en face de nous. Prendre la personne où elle est, donc vraiment dans l'approche de la réduction de méfaits, avoir aussi un équilibre entre, comme vous l'avez nommé tout à l'heure, respecter le rythme de la personne, mais aussi susciter un genre d'empowerment pour que la personne elle-même puisse s'identifier à son rythme. Ces interventions formelles, parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un qui fait l'intervention formelle, parfois quelqu'un qui accueille la personne qui la dirige vers le rendre service peut déjà avoir un bon effet sur les personnes. Il est important aussi qu'il y ait une bonne relation avec l'équipe traitante. Donc on sait qu'elle a les traitements de dépendance, oui, c'est pas uniquement le médecin, il va avoir une infirmière, un travailleur social, un intervenant communautaire, il y a toute une équipe et il faut qu'il y ait une bonne relation entre la personne qui va suivre le traitement et cette équipe traitante. Ce qui est intéressant aussi, quand on a rencontré l'ensemble des gens, c'est que tous les points que vous voyez là, tout le monde était en accord. Donc, c'est un consensus qui est sorti de tous. Donc, tant des personnes qui souhaitent avoir un traitement, qui sont en traitement, que l'organisme communautaire, que le médecin. Tout le monde avait la même vision dans ce qui est présenté, dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un constat où tout le monde se retrouvait à nommer les choses dans lesquelles on était en accord. Fait qu'il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de choses qui s'opposent, il n'y a pas de... Tout ce qu'on vous présente, c'est que tout le monde l'a nommé et allait dans ce sens-là dans nos entretiens. Ce sont vraiment des constats consensuels. Il y a un élément très important, c'est la passion. Il faut que les personnes qui travaillent avec cette organisation soient passionnées. C'est dommage qu'Adèle ne soit pas là, qui parlait toujours de passion. Dans le sujet d'intérêt, la passion, mais pour le poker, mais cette fois-ci, c'est la passion pour les intervenants. Et moi, étant latino, la passion, si on Oui, tu as une question, Caroline. Bien, prendre la personne où elle est, est-ce que ça comporte aussi accepter qu'elle prenne un traitement Absolument. qu'elle consomme? Oui. Parce que c'est pas tous les traitements en ce moment qui sont vers là. Donc, ça, c'est un embûche majeur au traitement. Oui, tout à fait. C'est un obstacle majeur au traitement et c'est aussi un des éléments qui ont ressorti des entrevues. Okay. Autant pour les personnes consommatrices que pour les soignants, que c'était important aussi, justement, de respecter ces choix-là de la personne. Et de ne pas nécessairement avoir peur que la personne continue de consommer. En fait, aussi, ce qui était dit, c'est que le médecin est quand même responsable de la prescription médicale. Donc, si elle sait que la personne est dans un binge de consommation important, ou ce qu'elle consomme beaucoup, bien, sa sécurité est en danger. Donc, l'idée, c'était pas d'être dans une approche punitive pour les gens qu'on a rencontrés, mais c'était plus d'avoir une idée de concertation et d'accompagner la personne pour lui dire que je ne laisserai pas faire ce que tu fais parce que tu mets ta vie en danger. Moi, je suis là pour te donner des soins de santé. Donc, il y avait vraiment dans une optique non punitive de donner accès aux soins puis d'accepter que la personne va consommer en parallèle si elle le veut. Puis, mais de s'assurer qu'il y a quand même une responsabilité où ce que la méthadone avec des benzos puis de l'alcool, ben boum, la personne risque de faire une surdose. Puis on ne peut pas laisser quelqu'un tomber qui nous raconte qu'il fait ça. Mais il ne faut pas non plus l'exclure du traitement puis arrêter de lui donner une molécule. Parce qu'en ce moment, elle est là, parce que combien de temps ça va durer, puis garder un lien thérapeutique avec la personne aussi. Fait qu'il y avait comme un équilibre à aller chercher, ce qui est difficile aussi, parce que dans les guidelines, ce qu'ils disent, c'est selon le jugement clinique. Mais là, ton jugement clinique, il est où? Ta tolérance à aller à plus loin ou à moins loin, ça arrête où? Elle n'est pas la même pour chaque personne. Mais les gens qu'on a rencontrés offraient des services qui se disent être à bas seuil. Donc, c'est des gens qui ont plus de tolérance à travailler avec des gens qui ont une plus grande précarité. Puis qui consomment en parallèle. Donc, les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens pour qui la consommation parallèle ou la polytoxicomanie n'était pas un problème en soi. Là. Ça fait partie de la personne puis de sa globalité. Okay. Puis, justement, dans le jugement clinique, justement, pour avoir un bon jugement clinique, il faut quand même qu'il y ait un savoir-faire, mais il faut qu'il y ait aussi un savoir, donc que les gens connaissent toutes les questions associées à la toxicomanie, particulièrement au traitement de dépendance opioïde. Et les gens sont aussi confortables avec la différence. Mais justement, on parlait des services qui se disent à bas seuil, donc justement, les gens devraient être tolérants envers des gens différents, des gens qui peut-être vont consommer pendant leur traitement. Aussi, il faut que les gens connaissent ses propres préjugés, ses propres limites personnelles. Et
capable de se remettre en question. Si on connaît justement nos propres limites et nos propres préjugés, on devrait être capable de se remettre en question afin d'être en mesure de travailler dans un environnement comme celui-là, donc pouvoir s'adapter, capacité de travailler en équipe, parce qu'on a vu aussi, c'est important qu'il y ait une équipe en lien avec les personnes qui prennent le traitement. Vous l'avez mentionné, l'accès, la rapidité, la facilité pour accéder à un service. Il ne faut pas non plus que la personne appelle et qu'on lui dise qu'elle pourra peut-être avoir accès un mois plus tard. Il faut que ça soit léger, souple, évolutif, donc il évolue aussi en fonction des besoins de la personne, des priorités que la personne va elle-même se donner. Il peut y avoir des services qui sont intensifs, globaux, qui prennent en compte les besoins des personnes, sans impression, qui soient quand même flexibles. Mais aussi, c'est important qu'on humanise l'accueil. Ça peut paraître vraiment banal à dire, mais il faut Tout part de là. De la relation humaine, donc de traiter un humain avec un humain. C'est un des éléments que les gens disaient. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est des humains qui en face de vous, avec des besoins différents. Et donc il faut garder l'aspect humain au centre des interventions. Puis que la première intervention qui a été faite, l'accueil, la première fois que la personne va faire une demande d'aide, est une des plus importantes dans toute la trajectoire que la personne va faire, parce que si elle se fait mal recevoir, elle n'aura plus le goût de revenir puis de redemander de l'aide. Fait que tout partait du point zéro dans les entrevues. Là, pour première date. Outreach, donc aller vers les personnes. Accueil inconditionnel, on parlait d'une question de vocabulaire à un moment donné. Donc, il y avait plusieurs personnes qui parlaient justement que l'approche basse seuil n'était pas nécessairement peut-être le bon terme à utiliser, parce que ça impliquait qu'il y avait des seuils différents, donc des seuils différents en fonction un peu des catégories des personnes. Donc, on suggère plus de parler de qualité d'accueil ou d'approche d'accueil inconditionnel. Et avoir bien sûr des approches qui tiennent compte de la globalité. On a parlé des collaborations entre le réseau communautaire et le réseau de la santé. Et justement l'aspect que vous aviez nommé de l'autonomie des organismes communautaires était aussi un élément important qui était ressorti de cette entrevue. Et autant par les groupes communautaires que par le réseau de la santé. Puis les deux voulaient avoir une meilleure relation avec l'équipe médicale, et l'équipe médicale souhaitait avoir une meilleure relation, puis savait qu'il y avait un effort à faire pour mieux connaître le réseau, mieux connaître le terrain, puis que c'est ensemble qu'on arriverait à construire quelque chose de positif pour chacune des personnes. Fait qu'il y avait vraiment une volonté des deux côtés. Il n'y avait pas une opposition du tout. En effet, ouais. But, objectif du traitement, comprendre la fonction de la consommation, pourquoi est-ce que les gens consomment. Donc ça, c'est un élément de base aussi pour bien saisir quels sont les objectifs des traitements. Accompagner la personne, mettre cette stratégie aussi alternative à la consommation, responsabiliser, mobiliser la personne. Vous savez, ces extraits, en fait, qu'on a mis, je ne les lirai pas nécessairement les extraits, mais ça illustre en fait en quelque sorte ce qu'on avance. Donc bien sûr, ça, je vais passer vite. En termes des services, on a besoin bien sûr des équipes multidisciplinaires. Dans un monde idéal, on parle par exemple d'avoir des IPS, pharmaciens, des pères aidants. La place des pères aidants a été sortie comme un élément très important dans notre traitement. Puis c'est intéressant aussi parce que le père aidant n'était pas vu comme accessoire à dire on a un père aidant. Il y avait vraiment une volonté. Si on prend des pères aidants, c'est qu'on veut qu'il y ait un rôle actif, puis que ça peut être la personne justement qui va accompagner l'autre dans la trajectoire dans laquelle elle va entreprendre des décisions de changement dans sa vie. Puis, vu que cette personne-là l'aurait déjà fait, ce passage-là, il y avait vraiment comme une volonté forte d'aller vers de l'avant là, pour les pères aidants dans l'ensemble du Québec. Ouais, de formaliser aussi le rôle des pères aidants et pas nécessairement que ce soit quelqu'un bénévole qu'on ne paye pas ou qu'on paye vraiment à très bas salaire, mais vraiment de formaliser son rôle. Trajectoire des services, donc on parlait des molécules disponibles, donc bien sûr de rendre accessibles ces molécules-là partout. Des suivis des ajustements de doses en fonction aussi de différentes trajectoires, bien sûr. Et dans un monde idéal, on voudrait aussi avoir accès à tous les agonistes opioïdes possibles pour traiter les personnes dépendantes, incluant aussi les traitements agonistes opioïdes injectables. Les services disponibles dans toutes les régions, actuellement, distribution de matériel, dépistage VIH, hépatite, travail des rues, les CIDEP, donc les centres de dépistage aussi,
Et on aimerait en fait que dans certaines régions, il y ait plus de services, comme qu'il y ait des soins animaliers, par exemple des villas chiro, soins de parentalité, hébergement, formation à l'analoxone, etc., etc. Donc on parle vraiment des services qui dépassent largement les questions, les tendances socio-économiques, donc qui tiennent compte vraiment de l'ensemble de besoins des jeunes qui ont cette problématique-là. Assouplir aussi les structures de soins et des services. On a actuellement, on observe qu'il y a un manque de soutien entre les différents services. Il y a parfois des communications qui sont un peu informelles. Parfois, les gens qui travaillent auprès de la population dépendante de ce pays de peu d'espace de ventilation, de manque de formation. Donc, il y a aussi parfois des difficultés à comprendre les mandats entre la première ligne et la deuxième ligne. Les organismes qu'on a visités, en fait, ne savaient pas distinguer exactement si c'était la première ligne, la deuxième, ou même parfois la troisième ligne. Donc, on voyait que c'était parfois des divisions qui étaient pas naturelles, qui n'étaient pas réelles dans le cadre des services qui s'offraient. C'était des organisations structurelles du réseau dans laquelle où les gens se disaient, ben nous, on fait de la dépendance TAO, donc on est spécialisé, mais on le fait en proximité, puis on fait partie d'un CRD, fait qu'on est où dans 1, 2, 3, on ne le sait plus, puis ça a un impact dans le financement, indépendamment où tu choisis mettre ta pièce pour la suite des choses, puis pour le reste de l'organisation. Fait que là, on a vu qu'il y avait comme un nœud important qui était là dans la compréhension de où sont-ils dans cette structure de soins-là. Et justement, dépendamment aussi dans quelle ligne il s'est situé, comment est-ce qu'il est référé par la suite à d'autres professionnels. Donc, idéalement, officialiser les services qui existent actuellement, avoir une structure administrative plus souple, plus simple, qui permette aussi d'assurer le continuum, que la personne qui est en service n'ait pas besoin de faire de nouveau, de repasser par une autre porte d'entrée pour arriver à un service. La formation continue. La prise de décision, on a vu dans les services en fait, dit à bas seuil, la décision devrait être prise en fait en coordination entre les personnes. Et on voyait que la décision, qui prenait la décision était variable dans les organisations qu'on a rencontrées. Donc parfois c'était en fonction de l'honnêteté de la personne qui était en face ou la honnêteté perçue de la personne qui était en face, le lien de confiance qui s'établissait, ou en fonction aussi de la place qu'il prenait la personne dans le service et dans le traitement. Parfois, le pharmacien était aussi absent des décisions. Dans la prise de décision et la gestion des risques, donc repose, comme Karine l'a mentionné, sur le médecin qui prescrit la molécule. Il y a une distinction à faire entre en fait, le risque et le fait de prendre la chance. On disait que c'est un peu comme voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc il y a des gens qui voient des dépassements du cadre normatif pour la prescription comme un risque et d'autres qui le voient comme une chance pour traiter la personne et arriver à des bons résultats. Donc plutôt de voir le dépassement du cadre comme une chance. Négocier avec la personne selon ses barèmes de sécurité. Bon, l'appellation géographique, je passe à vite, mais c'était surtout pour préciser que c'est important que les services soient accessibles. Et donc dans ces cas-là, dans les cas où il n'y a pas beaucoup de services accessibles, donc tous les services d'outreach, les services mobiles étaient une possibilité importante. Augmenter également le nombre de services. Éventuellement livrer des molécules à domicile, par exemple, si une grand-mère peut se faire livrer de médicaments chez elle, alors pourquoi pas une personne qui est dépendante de ce pays. Collaboration, partenariat important, pharmacien, la personne qui va délivrer donc la molécule, d'autres services comme les services policiers, les services correctionnels, organismes communautaires, les hôpitaux bien sûr pour faciliter les corridors, les échanges, et donc éviter aussi les lourdeurs administratives et éviter aussi le langage parfois utilisé en bas seuil sans le vouloir des eux versus nous. C'est nous tous ensemble. Quelques constats donc. Il y a un consensus relatif quant à la philosophie d'intervention, donc aller vers les personnes. Le point commun concernant l'approche, l'importance qu'on accorde à la personne, c'est-à-dire l'accueil inconditionnel, l'importance d'offrir les services qui vont couvrir la globalité des besoins de santé des personnes. Déconstruire la notion des seuils justement pour éviter qu'il y ait cette perception de degrés ou des catégories des personnes qui reçoivent des services. Offrir rapidement les molécules, ici, maintenant, quand la personne en a besoin. Créer des partenariats forts, officiels, et accompagner aussi la personne dans ses démarches.
Le grand défi, donc, adopter la philosophie d'intervention et l'offre des services dans les organisations actuelles, avec entre autres notamment les éléments que vous avez nommés. Quelques pistes, donc l'assouplissement du cadre normatif pour le traitement agoniste opioïde, donc travailler avec les ordres professionnels qui sont impliqués, pharmaciens, médecins, infirmiers. Un outil d'évaluation pré-accès qui se soit adapté aussi aux personnes qui consomment des opioïdes, donc faciliter aussi la collaboration, notamment on parle d'une collaboration avec l'équipe de recherche de Joël, justement avec les outils d'évaluation actuellement pour notre projet de recherche. Et démocratiser aussi l'utilisation de la buprenorphine naloxone, qui est une molécule aussi... Parce qu'en fait, avant, pour prescrire un traitement agoniste opioïde, il fallait avoir un permis spécial avec une formation spéciale. Puis là, ce n'est pas tous les médecins qui voulaient prendre le temps d'aller faire cette formation-là. Les lois ont changé, les catégories de médicaments ont changé. Donc, la buprenorphine naloxone, n'importe quel médecin praticien peut prescrire de la buprenorphine. Donc, tous vos médecins de famille pourraient vous prescrire de la buprenorphine naloxone si vous en aviez besoin. Mais pour que ça arrive, il faut que les gens soient informés. Et pour ça, la démocratisation, ça serait de créer des outils, parce que c'est pas plus sorcier qu'un autre médicament à induire chez quelqu'un pour que la personne puisse le prendre par la suite. Fait que ça, c'est déjà une avancée qu'il y a, mais pour que l'avancée fonctionne, il faut que les gens aient des outils pour s'approprier le savoir puis pouvoir l'utiliser comme molécule auprès des personnes en besoin. Pour la méthadone, les règles n'ont pas changé, je pense. Non. Oui, les règles ont changé. Ils n'ont plus besoin des médecins d'avoir un permis. Ils n'ont plus besoin de demander une accréditation spéciale à Santé Canada. Mais ils ont besoin d'avoir une formation, par contre. Oui, voilà. Mais Oui. Il n'y a plus besoin de permis spécial. Oui, les médecins peuvent être prescripteurs désormais. Et Christophe nous met le pancart de la fin, mais justement on arrive. Donc, on remercie bien sûr toutes les personnes qui ont participé à la collecte des données, l'équipe de recherche, les agents de recherche. Puis, ce qui est intéressant, parce que je vais l'étirer de quelques secondes, parce que j'écoute jamais, puis je suis un peu délinquante, Christophe le sait, c'est qu'en fait, ce que vous nous avez nommé ressort pratiquement aussi, fait qu'on n'était pas si loin que ça. Puis, il y a le milieu carcéral tout à l'heure qu'on a entendu, puis c'est ressorti aussi comme un point plus ou moins là qu'il faudrait peut-être travailler dans les partenariats pour que ça aille mieux avec eux. Fait que, en fait, on s'entend pas mal. Puis ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que ce qu'on a observé pourrait être appliqué à n'importe quelle autre dépendance ou à n'importe quel autre soin spécialisé pour une population. Dans le fond, c'est s'adapter, suivre la vague, être là pour les gens, puis laisser la personne décider ce qu'elle a besoin, comme quand on va voir notre médecin de famille, on n'a pas envie de se faire... On se fait dire qu'il faut faire plus de sport, mieux manger, pas trop boire, pas fumer. On ne l'écoute pas nécessairement comme les personnes qui sont en traitement, qui ne vont pas nécessairement arrêter de consommer, prendre de l'alcool, des benzos, des fois avec la méthadone. Je veux dire, la chose est semblable, peu importe. Il faut juste comme mettre les bonnes lunettes puis accepter qu'on n'est pas des meilleurs citoyens parce qu'on prend ou non ces molécules-là agonistes opioïdes. C'est bien dit. Oui, Merci. Je sais pas, au revoir.